Airbnb, Reddit, Twitch, OpenAI, ces entreprises valent des centaines de milliards, mais ce que personne ne sait, c'est qu'elles ont toutes été fabriquées au même endroit. Une usine à milliardaires cachée au cœur de San Francisco. 5000 startups y sont passées et sont maintenant valorisées à plus de 1300 milliards de dollars. Le nom de cette usine, le Y Combinator. Et c'est exactement pour ça que je suis à San Francisco aujourd'hui. Le Y Combinator, c'est le cercle le plus fermé de la Silicon Valley. Normalement, c'est presque impossible d'y avoir accès, mais j'ai eu la chance d'y être invité. Pendant 2 jours, je t'embarque donc avec moi dans les coulisses de cette machine. On va s'asseoir pour discuter avec les investisseurs qui sont derrière le Y Combinator, découvrir les robots boostés à l'IA qu'ils financent pour bouleverser notre monde physique, et pousser les portes des hacker house pour voir la réalité brutale de ces start-upers qui sacrifient tout pour bâtir ces empires. Parce que transformer une simple idée en empire à 10 milliards, c'est pas de la magie. C'est une mécanique bien huilée capable de propulser une start-up au sommet en seulement 12 semaines. Ouais, t'as bien entendu, 12 petites semaines. Le temps que tu mettes à finir une saison sur Netflix, eux ils fabriquent le prochain Airbnb. Mais avant de te montrer comment ils créent ces licornes à la chaîne, il faut que je te parle de la ville qui fait tourner toute cette usine. Parce que tu vas le voir, ils n'ont pas choisi leur emplacement par hasard. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker et de t'abonner, et en attendant, on peut commencer. San Francisco. Ici, t'as l'impression d'avoir avancé le temps de 10 ans. Visuellement, c'est un choc. D'un côté, de petites maisons victoriennes ultra paisibles, et de l'autre, des tours immenses. Dès la sortie de l'aéroport, le ton est donné. Sur les panneaux publicitaires, pas de parfum ou de voiture, que des pubs pour l'intelligence artificielle. Et sur la route, des taxis autonomes sans conducteur quadrillent les rues. On appelle ça des Waymo. Il y en a littéralement à chaque coin de rue. Honnêtement, les premières heures sur place, mon cerveau a un peu bugué. J'ai eu l'impression d'avoir atterri dans une dimension parallèle. En me promenant un peu depuis tout à l'heure là dans les rues de San Francisco, je me dis qu'il y a quand même, le climat il est assez spécial, il est assez unique. Il y a vraiment une combinaison à la fois entre la partie un peu bien-être, yoga, etc., prendre soin de soi, et la partie technologique avec les voitures automatisées, les startups, les buildings. D'ailleurs, on le voit très bien là dans ce parc. Il y a vraiment le contraste avec les maisons un peu traditionnelles de San Francisco et les buildings en fond. Mais la vraie folie de cette ville, elle se voit pas, elle se ressent. C'est un océan d'entrepreneurs. Pour te faire une idée, dans l'ascenseur de mon hôtel, je discute avec un mec au hasard. Il s'avère que c'est l'un des créateurs d'Ark Raider, un jeu vidéo qui a généré un demi-milliard de dollars de revenus avec seulement 25 personnes. Ici, c'est comme ça partout. Dès que tu parles à quelqu'un, il te raconte une expérience incroyable. Tout le monde construit l'avenir. La mentalité s'affiche en grand sur les murs. Bet on yourself, quit your job. Parie sur toi, quitte ton taf. Lancer sa start-up ici, c'est une obsession viscérale. Et c'est dans ce réacteur nucléaire de l'ambition que s'est installée notre fameuse usine à milliardaires, le Y Combinator. Quand je te parle d'usine, c'est bien sûr une image. C'est ni un bâtiment crachant de la fumée, ni un QG futuriste en verre façon Avengers. La réalité, c'est tout l'inverse. Leur bureau historique ressemblait presque à un cabinet de dentiste, et leur QG actuel en plein San Francisco, un grand bâtiment sobre sans logo. On passe devant sans même le remarquer. Une discrétion totale pour la machine la plus puissante de la tech mondiale. YC is the most powerful startup community in the world. Le Y Combinator, aujourd'hui, c'est un empire intouchable, capable de transformer de parfaits inconnus en géants de la tech. Airbnb, Stripe, Coinbase ou OpenAI, quand on voit ces géants, on s'imagine souvent que tout repose sur une simple idée de génie. Pourtant, derrière ce casting de rêve, il y a un système unique au monde qui a permis de fabriquer ces réussites. Et pour comprendre comment cette machine a conquis la Silicon Valley, il faut rembobiner. Revenir à une époque où l'idée même du Y Combinator paraissait complètement folle. Laisse-moi te raconter comment un seul mec, en 2005, a posé les bases de système et inventé presque par hasard la recette ultime pour fabriquer des milliardaires. We're on time. That is how stressful a startup is, man. You gotta like... Retour en 2005. À cette époque, Paul Graham est un programmeur de génie. Après avoir vendu sa boîte à Yahoo pour près de 50 millions de dollars, il est riche, il pourrait se la couler douce, mais il a une idée que personne ne comprend. À l'époque, l'investissement, c'était des gars en costard dans des bureaux luxueux, il fallait un business plan de 50 pages et surtout être pistonné. Sans réseau, tu n'avais aucune chance. C'est exactement ce que m'expliquait Jason, un ancien du Y Combinator qui investit aujourd'hui dans les startups du réseau. If you were starting a company, you had to hire some sort of business person who already knew all the investors, because that was the only way to get an investment. Was like be introduced. Paul Graham veut alors hacker ce système. Son idée est parier sur le talent brut, donner juste un peu d'argent à de petits génies de l'informatique sortis de nulle part, sans diplôme ni expérience, et les laisser créer. Mais comment trouver ces génies inconnus? C'est là qu'il invente un concept impensable pour l'époque. And so Y Combinator invented the idea, the way you can receive a YC investment is you can just fill out a form on the internet. There's no way to get an introduction. Fini les rendez-vous mondains avec de riches investisseurs. Pour postuler, il suffit de remplir un simple formulaire sur internet pour peut-être décrocher un entretien. Si les candidats sont sélectionnés, ils intègrent le Summer Founder Programme. En gros, au lieu de faire un stage d'été hyper chiant dans une grosse boîte comme IBM, Paul Graham propose à ses étudiants de venir coder pour créer leur propre entreprise. Tout ça en échange de quelques milliers de dollars pour payer leur loyer et se nourrir pendant 3 mois. L'été 2005, Paul Graham lance les entretiens pour former son tout premier groupe. Son objectif,
sélectionner seulement 8 équipes pour bosser dans un petit local. Et parmi les candidats qui tentent leur chance, il y a 2 étudiants de 22 ans, Alexis Ohanian et Steve Huffman. Ils viennent voir Paul Graham avec une idée bien précise, une application pour commander des sandwichs par SMS. Paul Graham écoute le pitch et refuse. L'idée est mauvaise, le marché de la restauration n'est pas prêt. Alors que les 2 étudiants sont dans le train du retour, dégoûtés d'avoir été recalés, le téléphone sonne. C'est Paul Graham. Il leur dit « On n'aime pas votre idée, mais vous êtes brillants. Descendez de ce train et revenez, on va trouver autre chose. » Ils font donc demi-tour et après une discussion, Paul Graham leur propose un autre concept. Ils vont construire un site où les gens pourraient partager et voter pour les meilleurs liens du web. Ça serait en gros la page d'accueil d'internet. Quelques semaines plus tard, le site Reddit était né. Le deal que leur propose Paul Graham ce jour-là, 12 000 $ au total en échange de 6% de leur future boîte. 12 000 $, c'est juste assez pour acheter de vieux ordis et se nourrir pendant 3 mois. Dans la Silicon Valley, tout le monde prend Paul Graham pour un fou. Donner de l'argent de poche à des gamins en t-shirt qui n'ont même pas de produit, ça ne marchera jamais. My name is Alexis Ohanian. I'm Steve Huffman. Sauf que sans le savoir, avec ses quelques billets, Paul Graham venait de financer un géant d'internet qui pèsera un jour près de 10 milliards de $. Avec cette simple expérience d'été, Paul Graham venait de hacker le système du capital risque. Il venait d'inventer la recette ultime pour générer des profits énormes. Et il allait la répéter encore et encore jusqu'à créer le réseau le plus fermé et le plus puissant de la planète. Bon, alors tu te demandes sûrement comment est-ce que j'ai fait pour rentrer dans ce réseau qui est normalement ultra fermé. C'est tout simplement grâce à Fundora qui te permet d'investir dans des fonds comme le Y Combinator. Fundora a décidé d'inviter quelques médias et quelques créateurs de contenu pour justement montrer l'envers du décor. Si tu veux t'inscrire et profiter d'une réduction, n'hésite pas à passer par le lien en description, ça permet aussi de soutenir mon travail. Et en attendant, je te propose de repasser au cœur du sujet, le Y Combinator. Aujourd'hui, on est bien loin de la petite expérience d'été de 2005. Le petit chèque de 6 000 $ est devenu une mécanique industrielle redoutable qui a permis de financer plus de 5000 startups valorisées à plus de 1300 milliards de $. Et pour atteindre ces chiffres stratosphériques, la machine a dû s'adapter. Fini le chèque d'argent de poche de 6 000 $. Aujourd'hui, l'investissement du Y Combinator est passé à un deal standardisé de 500 000 $ contre 7% de ta startup. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as absolument aucune marge de négociation. J'en ai discuté avec Ryan Bednar, l'associé de Jason, qui est lui aussi passé par le Y Combinator, et il a été très clair. Even if you are generating revenue or you're just an idea, it's the same. It's the same. Even if you are a founder who sold their last company and made millions of dollars, you want to do YC again, it's the same deal. Donc en gros, que tu partes de zéro ou que tu aies déjà une entreprise qui génère des millions, quoi qu'il arrive, le Y Combinator te proposera 500 000 $ pour 7% des parts de ton entreprise. Et c'est pas pour te coincer. Refuser la négociation, c'est supprimer des mois de paperasse avec les avocats. Ça met tout le monde à égalité et ça permet aux fondateurs de se concentrer immédiatement sur une seule chose, construire leur produit. C'est ça le Y Combinator, à prendre ou à laisser. Et ils peuvent se permettre d'imposer ça parce que c'est devenu l'accélérateur de start-up le plus prisé de la planète. Chaque année, ils reçoivent environ 40 000 candidatures. Et avec un tel volume, le tri est impitoyable. Sur ces 40 000 formulaires reçus en ligne, ils éliminent directement plus de 90% des candidats sans même leur parler. Et pour les rares survivants, tout va se jouer en un seul entretien, 10 minutes chrono pour décider de ton avenir. Et le plus dingue, c'est que cet entretien de 10 minutes ne sert même pas à juger ton produit. D'ailleurs, de nombreux entrepreneurs n'ont même pas encore de produit à ce stade. Cet entretien sert surtout à juger ta personnalité, tes compétences et la force des fondateurs. À la fin de ce parcours du combattant, le résultat est brutal. Le Y Combinator ne retient qu'entre 1 et 2% des candidats. À titre de comparaison, Harvard, la fac la plus sélective des États-Unis, accepte 3% de ces dossiers. Ils sont donc littéralement plus sélectifs qu'Harvard. You gotta start with a small, intense fire. Mais bon, disons que t'as survécu à tout ça, t'as candidaté en ligne, t'as réussi à passer cet entretien et t'es l'un des heureux gagnants. Tu fais partie des 1 à 2% des candidats qui ont été sélectionnés. Bravo à toi. T'intègres alors un programme de 12 semaines d'une intensité brutale. Pendant 3 mois, ton quotidien se résume à une seule obsession, construire ton produit et parler à tes clients. La philosophie est simple, c'est sous la pression que se forgent les diamants. Et le Y Combinator a tout prévu pour te maintenir dans ce rythme. Pour s'assurer que tu ne relâches jamais la pression, on t'assigne un mentor, un main partner qui a déjà bâti un empire. J'en ai d'ailleurs discuté avec Marie Schnigans, une Française qui a intégré le Y Combinator avec sa startup 14 AI. Du coup, tu as ton main partner, donc nous c'était Tom Bloomfield qui a créé Monzo. Et du coup, il te pousse à toujours faire mieux et mieux et mieux. Et il te challenge tout le temps. Il te dit non, c'est pas assez. Non, il faut aller plus vite. Okay. Non, enfin, il te dit jamais que c'est bien. Mais c'est bienveillant. C'est vraiment pour te pousser à avoir le plus d'impact possible. Cette exigence permanente, elle est là pour te forger et pour te préparer au grand final à la fin des 12 semaines, le fameux Demo Day. Un événement organisé par le Y Combinator où tu pitches ton projet devant plus de 1500 investisseurs et médias du monde entier. C'est juste énorme. C'est un qui veut être mon associé puissance 1000. C'est donc le moment de vérité. Si t'as bien bossé pendant tes 12 semaines, les millions peuvent pleuvoir avant même la fin de la journée.
Se démoder, c'est littéralement un tremplin pour ta startup. Mais c'est aussi que la première porte qui s'ouvre, car la vraie puissance du Y Combinator, elle dure bien après ces 12 semaines, c'est son réseau. Pour profiter de ce réseau, tu auras accès à un réseau social privé réservé uniquement à ceux qui sont passés par le Y Combinator. Ça s'appelle Bookface, c'est un peu le Facebook ultra privé des entrepreneurs. Dessus, tu as accès à plus de 5000 anciens fondateurs, dont des gens qui ont bâti des entreprises à plusieurs milliards. Tu as un bug technique, une question de droit, tu postes un message et en quelques minutes, d'autres fondateurs de startups te répondent. Et attention, ça peut être des petites startups comme des entreprises énormes qui pèsent des milliards. L'anecdote que Ryan m'a racontée à ce sujet est juste irréelle. This is like a $200 billion company. The Collison brothers are known to be really hands-on. And some founder posted an issue they were having and they were upset with Stripe. They got a response. First comment, Patrick Collison. Hey, I'm sorry you're having this experience. En gros, c'est le PDG en personne d'une boîte à 200 milliards de dollars, Stripe, qui vient aider un jeune start-upper dans les commentaires de l'application Bookface. C'est juste irréel. Mais Bookface n'est qu'un outil parmi d'autres. En étant accepté au Y Combinator, c'est dans tout un univers que tu entres. Des mentors dédiés, des startups avec qui tu grandis. Je vais être honnête avec toi, en arrivant là-bas, j'avais pas mal d'appréhension. Au milieu de ce monde de millionnaires, je m'attendais à me retrouver dans un univers de requins. Je me disais, mais pourquoi ces mecs perdraient du temps à répondre à mes questions du haut de mes 40 000 abonnés? Mais la réalité m'a mis une claque. J'ai découvert des échanges ultra naturels, d'égal à égal. Tu discutes avec des génies qui ont des parcours hallucinants et pourtant ils sont tous d'une humilité déconcertante. Zéro ego, zéro snobisme. C'est là que j'ai compris la vraie magie de cet endroit. Une machine d'entraide où ceux qui ont réussi n'hésitent pas une seconde à tirer les nouveaux vers le sommet. Et ce système a forgé les plus grands géants de notre époque. La liste est tellement longue qu'il faudrait des heures pour tous les citer. En 20 ans, le Y Combinator a généré plus d'une centaine de licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Mais le symbole ultime de la puissance de ce réseau, c'est bien sûr Sam Altman. Tu te rappelles de la toute première expérience d'été de Paul Graham en 2005, quand il a sélectionné les 8 premières équipes. Dans ces équipes, je t'ai dit qu'il y avait les créateurs de Reddit, mais ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y avait aussi Sam Altman. Pur produit du Y Combinator, il en est même devenu le président pendant 5 ans. Et c'est en s'appuyant sur ce réseau qu'il a pu fonder l'entreprise qui a bouleversé notre époque, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Ouais, donc en plus de la liste interminable d'entreprises à succès qui sont passées par le Y Combinator, tu peux ajouter OpenAI. Je pense que tu comprends un peu mieux pourquoi je te parle depuis tout à l'heure d'une usine à milliardaires. OpenAI a ouvert une nouvelle ère, et c'est exactement ce que je voulais voir en venant à San Francisco. Quelles sont les entreprises qu'ils sont en train de fabriquer aujourd'hui? Dans le sillage de ChatGPT, le Y Combinator finance en ce moment même la prochaine révolution industrielle, l'intelligence artificielle. Et grâce à cette invitation, j'ai eu la chance de rencontrer la nouvelle génération qui participe à cette révolution. J'ai par exemple pu tester l'IA vocale de John Banner, qui négocie toute seule au téléphone pour récupérer des factures impayées. Ou pour contrer les dérives de l'IA, j'ai aussi pu tester l'application Click de Mika Benoliel qui permet de certifier instantanément si une photo a été générée par l'IA. Des exemples comme ça, j'en ai par dizaines, et la vitesse à laquelle ces nouvelles boîtes explosent défie l'entendement. Ryan Bednar m'a parlé de l'un de leurs récents investissements, Corgi Insurance. We invested in Corgi Insurance. It started 18 months ago. It went from zero to $1.3 billion valuation in 18 months. That's insane. What are they doing? It's a full stack AI insurance agency. The company internally is run by AI. Everybody thought that we were crazy. Le Y Combinator est devenu une véritable usine à licorne qui tourne à plein régime. Mais une question me travaillait. Pour sortir des produits pareils, pour coder aussi vite et être aussi obsédé par le détail, comment vivent ces fondateurs au quotidien? À quoi ressemble vraiment l'envers du décor? Pour le découvrir, j'ai été invité dans un endroit très particulier, les Hacker House. Si t'as déjà regardé la série Silicon Valley, tu vois exactement de quoi je parle. I know these guys. I really don't think Scrum is gonna work for them. Okay, well, just trust in the system. So we're gonna work at a nice leisurely pace, right? Sure. Dans la pop culture, c'est un cliché, mais à San Francisco, c'est la norme. Une hacker house, c'est une maison transformée en véritable QG où des fondateurs de start-up vivent, dorment et codent sous le même toit. La maison de Marie, c'est l'exemple parfait. De l'extérieur, avec le petit jardin et le chien qui se balade, ça a l'air super chill, on dirait presque une maison de vacances. Tu n'imaginerais jamais que dans cette maison, il y a une start-up qui vaudra peut-être des centaines de millions un jour. Car à l'intérieur, le contraste est saisissant. L'ambiance est studieuse et totalement neutre.
Quelques ordinateurs, un tableau blanc et une machine à café qui tournent à plein régime. C'est le royaume du fameux 996. Tu travailles de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7. C'est ça la mentalité. Tu mets ta vie entre parenthèses et tu bosses l'équivalent de 10 ans en seulement 2 ans pour espérer changer ta vie. Mais alors, que se passe-t-il après, une fois que t'as vendu ta boîte et que ton avenir financier est assuré? Pour le savoir, j'ai poussé la porte d'un endroit assez unique, la Vibe House. Son propriétaire, c'est Shaheen, un serial entrepreneur qui a monté sa première boîte à 17 ans. La manière dont il a géré et revendu sa dernière entreprise depuis son salon résume bien la folie de cette ville. From start to exit, it was in 580 days. Okay. With no human meetings. Everything was over Zoom. I think that's a history. It's crazy. It's crazy. No human, all pajamas. En 580 jours, il a monté et revendu une boîte pour plusieurs millions de dollars, tout ça en travaillant en pyjama depuis chez lui et pendant les confinements du Ouais, je te dis, pendant 2 jours, des histoires comme ça, j'en ai eu par dizaines. C'est vraiment un autre monde. Aujourd'hui, fort de ses succès financiers, Shaheen a ouvert cette immense maison, la Vibe House. C'est le repère de ceux qui ont déjà réussi. N'importe quel fondateur qui a fait un exit, qui a déjà revendu sa startup, est le bienvenu. Il peut venir y dormir, se ressourcer et networker. Car ici, la mentalité est radicalement opposée à la Hacker House. But I don't believe in 996 work. I believe that will just burn out people. I think to be really a good entrepreneur, I look at it like an athlete. They eat really good, they diet really good, they sleep really good. En fait, j'ai l'impression que c'est ça le vrai visage de San Francisco. D'un côté, t'as la phase d'acharnement où tu te tues à la tâche dans une hacker house, et de l'autre, tu as l'après, une vie post-revente où ton avenir financier est totalement assuré, et où tu continues de créer et d'investir juste pour le plaisir en discutant avec d'autres millionnaires autour d'un feu de cheminée. Mais que ces entrepreneurs soient en train de s'épuiser sur un code à 3h du matin ou de networker tranquillement dans un canapé, il y a un détail qui m'a frappé. Leur seul outil de travail, c'est un clavier. En voyant tout ça, j'avais cette certitude. San Francisco n'était qu'une gigantesque usine à logiciels qui fabrique des millionnaires à la chaîne. Je pensais que tout l'avenir du monde se jouait uniquement dans le virtuel, caché derrière des écrans d'ordinateur. Mais je me trompais lourdement, car si le grand public a les yeux rivés sur le code et l'intelligence artificielle, le Y Combinator finance déjà discrètement la prochaine étape. Une révolution qui cette fois-ci va frapper de plein fouet le monde physique. Fini le 100% virtuel, aujourd'hui les investisseurs de la ville s'attaquent sérieusement au hardware et à la robotique. Ils veulent construire des machines bien réelles. Il suffit de fouiller sur le site officiel du Y Combinator pour s'en rendre compte. Si tu filtres leur investissement dans la catégorie industrielle, tu tombes sur des centaines de projets physiques colossaux. De la construction d'avions de ligne supersoniques avec la startup Boom, jusqu'à des robots grimpeurs capables d'inspecter des zones dangereuses avec Gecko Robotique. Et cette révolution, j'ai pu la voir de mes propres yeux en visitant Orangewood Labs qui construit des bras robotiques industriels surpuissants. Mais c'est pas ça la révolution, non, c'est que tu n'as plus besoin de savoir coder pour les contrôler. Instead of, sending CS PhDs to the factory floor, we actually make sure that the workers are able to teach the robot their jobs, and then instead of maybe running one of these machines, they can run 10, and then they just have to supervise. Avec leur technologie RoboGPT, tu parles au robot en langage naturel, comme à un humain pour lui apprendre à faire des tâches. Avec son exemple, un ouvrier apprend au robot à faire son travail, pour ensuite juste le superviser. Je trouve ça à la fois fascinant et effrayant pour l'avenir de l'emploi. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses en commentaire. Mais l'industrie lourde n'est pas le seul secteur visé. Dans le même bâtiment, j'ai croisé une autre startup passée par le Y Combinator. Eux, ils utilisent la robotique et l'automatisation pour créer un vélo de livraison entièrement autonome. Grâce à un ordinateur embarqué, des caméras et des capteurs 3D, le vélo navigue tout seul sur les pistes cyclables. Leur objectif, c'est de livrer des commandes Uber Eats sans avoir besoin de faire rouler une énorme voiture en ville. Mais là où la robotique bascule totalement dans la science-fiction, c'est avec le projet d'une autre startup que j'ai pu découvrir qui s'appelle Rec Robotique. Leur objectif est simple, créer de véritables combats de robots humanoïdes dans des arènes comme dans le film Real Steel. Sur place, j'ai pu assister à une démonstration en direct de ce qu'est capable ces robots. C'était hyper impressionnant. Les pilotes dirigent les robots à distance et les machines reproduisent leurs coups pour se taper dessus. Leur objectif, c'est de fusionner l'e-sport, les arts martiaux mixtes et l'art robotique. Et pour te prouver à quel point le réseau du Y Combinator est partout, Justin Kan, le célèbre fondateur de Twitch qui est lui aussi passé par le Y Combinator, a investi dans cette startup. Il a d'ailleurs affronté un vrai combattant professionnel de l'UFC par robot interposé lors d'un événement. C'est là que tu réalises l'impact que l'écosystème du Y Combinator est en train d'avoir. Entre l'intelligence artificielle, la robotique, mais aussi des centaines d'autres secteurs dont on n'a pas parlé comme le quantique ou l'espace, ce réseau d'entreprises est en train de construire littéralement le monde de demain. Like we believe technology can remake all of society, and that's more true now than really almost any time.
Alors en voyant tout ça, je me suis demandé pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça en France. J'ai posé la question aux entrepreneurs que j'ai croisés pour obtenir leur avis, et la réponse est assez claire. Déjà, on a un énorme problème de lourdeur administrative et de rapport au risque. L'entrepreneur Nicolas Topper m'expliquait par exemple que lorsqu'il a lancé sa boîte en France, il n'a jamais réussi à louer un appartement car il n'avait pas de CDI. Il a dû finir par en acheter un pour pouvoir se loger. Alors que quand il est venu à San Francisco, il a trouvé un toit tout de suite. Chez nous, le système te punit si tu sors du cadre. Et puis il y a aussi notre modèle social qui est souvent vu comme trop restrictif pour une start-up qui a une ambition sans limite. Which sometimes is too slow, for sure. C'est l'une des raisons qui a attiré Marie ici. Enfin, ici, personne compte les heures. Alors qu'en France, je pense que si je dis à l'équipe 6 jours par semaine et c'est à 7h30 jusqu'à 10h, je pense que j'aurais eu des plaintes. Et au-delà de l'administratif, il y a la mentalité. Personnellement, j'ai ressenti un truc que je n'avais vu nulle part ailleurs. Plus tu rêves grand ici, plus on te prend au sérieux. Leur optimisme est tellement contagieux qu'il fait sauter toutes tes barrières mentales et te donne instantanément envie de te lancer. Et cette culture de la réussite ne s'arrête pas au moment où tu revends ta startup. Ryan me l'a très bien illustré. The first thing you do when you get rich in Silicon Valley is invest in young founders. Dès qu'ils vendent leur startup, la première chose qu'ils font, c'est de réinvestir leur propre argent dans la jeune génération. Zéro lourdeur administrative, un modèle social qui pousse au risque absolu, et cette culture viscérale de l'entraide. A young person should find something that they're passionate about to do. C'est ce cocktail parfait qui explique pourquoi un concept comme le Y Combinator n'aurait pu naître nulle part ailleurs. C'est dans leur ADN. Aujourd'hui, cette machine a créé un écosystème de 5000 entreprises valorisées à plus de 1300 milliards de dollars. Pendant très longtemps, ce gâteau de 1300 milliards était réservé à un club ultra fermé. C'est là que la boucle se boucle. Si Fundora m'a invité ici, c'est précisément parce qu'il te permet d'y accéder. La plateforme te permet d'investir notamment dans des fonds de la Silicon Valley qui placent directement ton argent dans ces fameuses startups du Y Combinator. Bien sûr, garde en tête qu'investir dans le private equity reste très risqué. Investis donc une petite partie de ton argent. Si t'es intéressé, n'hésite pas à passer par le lien en description pour obtenir une réduction. Mais attention, avant de te lancer tête baissée, il y a des trucs que tu dois absolument savoir sur Fundora. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je te laisse donc aller la voir si tu veux en savoir plus. Et si ce nouveau type de contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, et moi en attendant, je te dis à la prochaine.